l'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Aude Etourneau, professeure d'université en sciences comportementales, spécialisée dans les méthodes d'intervention pour aider les parents d'enfants autistes. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Aude Etourneau. Bonjour. La conférence de ce soir au Centre culturel du Mont d'Or sera centrée sur l'anxiété. Elle est intitulée « Troubles du spectre autistique et anxiété ». Ce sont des personnes qui présentent une prévalence plus importante à l'anxiété. Oui, tout à fait Thierry. Du fait de situations sociales dans le quotidien que les personnes autistes peuvent parfois mal comprendre ou peuvent trouver difficile à vivre, c'est vrai qu'ils sont en particulier plus affectés par l'anxiété. Est-ce qu'il y a un âge où sont diagnostiqués les problèmes d'anxiété ? C'est difficile de répondre à cette question. Ça dépend bien sûr des circonstances de chaque individu. Mais je peux vous dire que par exemple, une grande majorité de personnes autistes seront diagnostiquées avec de l'anxiété à un moment dans leur vie. Oui, on peut penser qu'à partir de l'adolescence, peut-être ces troubles-là se manifestent plus particulièrement ? Oui, on peut également les retrouver dans l'enfance. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Vraiment, c'est à tout moment dans la vie, dans des étapes potentiellement un petit peu plus importante dans la vie. Est-ce qu'il y a une relation entre sa façon de communiquer, sa facilité à communiquer et l'anxiété ? Alors, l'anxiété peut se présenter sous différentes formes. Parfois, le manque de capacité à communiquer peut entraîner de l'anxiété chez ces individus du fait qu'on les comprenne mal ou qu'on n'arrive pas vraiment à répondre à leurs besoins dans des moments qui leur occasionnent du stress également. D'où l'importance d'être attentif, j'imagine, aux personnes atteintes d'autisme. Est-ce qu'il y a des déclencheurs tout de même ? Vous l'avez un petit peu évoqué, des déclencheurs pour ces troubles de l'anxiété ? Alors, des déclencheurs, ça pourrait être des étapes importantes, des événements importants que ces individus doivent apprendre à gérer. Donc souvent, c'est des situations dans lesquelles ils n'ont pas de capacité, généralement, à traverser ces étapes où ils vont avoir un peu plus d'anxiété. Donc des moments où ils n'ont pas nécessairement les outils nécessaires pour pouvoir traverser des transitions importantes. D'où l'importance d'être à l'écoute et de pouvoir aider ces individus dans des transitions importantes dans leur vie. Alors ça se manifeste comment finalement l'anxiété, ça se voit comment chez une personne autiste ? Ça peut se voir par des troubles du comportement également. Donc on va souvent parler de comportements inappropriés, voire agressifs dans certaines situations. Et ça pourrait en fait indiquer une anxiété chez la personne également. Et c'est ce qu'on ne réalise pas parfois. Oui, quand la personne s'énerve, on a vu des vidéos qui ont circulé récemment sur Internet où à l'école, par exemple, des professeurs d'ailleurs, qui ne comprenaient pas la violence de l'enfant. Quand la personne autiste est violente, en général violente ou est agressive, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'il y a un malaise. Tout à fait, c'est parce qu'il y a un malaise, c'est parce qu'il y a des problèmes dans la communication, une incapacité de notre part à comprendre ces problèmes-là et à trouver des stratégies pour le contrecarrer, justement. Le risque pour les parents, c'est de se refermer sur eux-mêmes. C'est également un risque pour la personne autiste et ne plus oser sortir, par exemple, avec son enfant. Comment alors gérer le trouble de l'anxiété ? Bien sûr, il y a de l'espoir, comme on aime le dire en tant que chercheur et clinicien. Il y a des techniques bien particulières qu'on peut donner aux enfants et aux parents afin de décroître l'anxiété et les problèmes liés à cela. Par contre, c'est vrai que ça dépend par rapport au cas particulier parce qu'on veut donner des techniques qui s'appliquent pour chaque individu à leurs circonstances particulières. Mais on a des techniques qui sont très efficaces pour justement décroître cette anxiété et aider les enfants et les parents dans leur quotidien. Chaque cas est particulier, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Chaque cas est bien particulier. Cela demande donc un bon accompagnement professionnel. C'est pour cela que vous êtes en Nouvelle-Calédonie, puisque vous assurez également Aude Etourneau une formation spécifique. Tout à fait. Nous avons eu la chance d'organiser un partenariat avec l'ISA
et nous leur donnons une formation pendant 5 jours. L'ISA, qui est l'Institut spécialisé autisme en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait, tout à fait. Donc vous leur donnez une formation durant 5 jours, vous disiez? Voilà, tout à fait. Donc on leur donne une formation sur l'autisme, les dernières recherches sur l'autisme qu'on leur présente, mais également sur une technique de sciences comportementales où on leur apprend que les comportements ont une fonction et comment comprendre l'environnement des jeunes personnes autistes afin de pouvoir les aider dans des situations de comportement problématiques et d'anxiété potentiellement. Cette science comportementale, comprendre l'environnement, c'est essentiel pour accompagner ces personnes, ces enfants autistes? C'est essentiel. Ce sont des gens qui peuvent également avoir des problèmes sensoriels qu'on ne réalise pas, le bruit, la lumière, les odeurs, plein d'autres choses peuvent avoir un impact très négatif dans leur quotidien. Donc ce qu'on essaie d'apprendre aux gens, c'est que l'environnement dans lequel se trouvent ces jeunes personnes est également crucial à leur bien-être. Quel environnement justement qui est plus favorable à ces personnes? Bien sûr, des environnements où il n'y aurait pas trop de foule, particulièrement seraient plus appropriés, avec des bruits un petit peu réduits, des lumières pas trop fortes également, parce que ça peut fatiguer ces jeunes personnes, des environnements où ils ont la capacité de pouvoir avoir un endroit calme pour se ressourcer et pour gérer leur stress dans certaines situations. C'est compliqué quand même quand on vit en société d'avoir cet environnement particulier. Ça veut peut-être aussi dire mettre à l'écart ces personnes-là. Comment vivre en société et en même temps les protéger? Pas nécessairement. Ils peuvent être inclus dans tout aspect de la société. Après, c'est à nous d'observer des signes qu'ils pourraient potentiellement devenir anxieux et leur donner une technique afin de gérer cette anxiété. Et ils sont tout à fait aptes à être dans la société avec nous. Mais c'est avoir un petit peu de compassion et de compréhension quant à leurs besoins spécifiques. Oui, la compassion, la compréhension, quelquefois ça manque de la part des personnes qui entourent les autistes. Vous avez l'impression, d'ailleurs, est-ce qu'on les comprend de mieux en mieux ou est-ce qu'il y a encore du travail dans ce domaine-là? Je pense que on les comprend de mieux en mieux quand on peut communiquer avec eux et apprendre de leur part, leurs perceptions, leurs expériences. C'est là où on peut mieux les comprendre. Donc je pense qu'on commence à mieux les comprendre, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a plusieurs formes d'autisme, j'imagine, oui. Des autismes plus légers aux plus sévères. Oui, donc l'autisme est un spectre, bien entendu, donc il y a différentes intensités dans l'autisme. Il y a l'autisme avec un fonctionnement plus bas et des capacités intellectuelles un petit peu réduites. Et puis, il y a bien sûr l'autisme à fonctionnement très élevé et les autismes qui peuvent avoir des capacités de savants. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. Absolument. Mais ils représentent une portion réduite de cette population. Oui. Donc, on en parle beaucoup, mais ils représentent potentiellement 10% des personnes autistes. Et quels sont les autistes qui sont les plus touchés par l'anxiété? Alors, les autistes, sur tout le spectre autistique, tout à fait. Alors, vous êtes accompagné de deux professeurs, professeur Christophe Charplet et professeur Vicky Bitsika. Alors, oui. Ces deux professeurs, quelles sont leurs particularités ? Alors, ces deux professeurs, leur particularité, c'est leur passion pour la recherche et découvrir plus d'informations sur les autistes afin de les aider avec des traitements plus adaptés à leurs besoins. Vicky a une spécialité dans la science comportementale. Chris s'intéresse tout particulièrement à la neurobiologie. Et ils vont intervenir également ce soir durant cette conférence au Centre culturel du Mont-d'Or. Tout à fait. Nous répondrons à des questions. La présentation durera 45 minutes et on veut beaucoup de temps pour répondre aux questions. Vous êtes également chercheuse oui, tout à fait. Tourneau. Vous nous en direz plus sur vos recherches dans un instant. Bien sûr. On se retrouve tout à l'heure à 7h06 avec les deux professeurs qui interviendront. Vous nous assurerez la traduction et puis les questions d'auditeurs s'il y en a. Merci beaucoup.
Vos questions, nous les attendons au 258-258. Thierry Belmont. Aude Etourneau, vous êtes calédonienne. Vous nous direz dans un instant pourquoi vous avez choisi d'enseigner, d'exercer en Australie. Vous êtes donc spécialisée, on l'a dit, dans le domaine de l'analyse et du changement des comportements humains. Vous faites des recherches approfondies sur la vie des parents d'enfants atteints de troubles du spectre autistique. Quels sont les résultats de vos études? Où vous mènent ces études? Les premiers résultats de l'étude montrent que les parents d'enfants atteints de troubles du spectre autistique sont plus à risque de souffrir d'anxiété, de dépression et de stress dans leur quotidien. Ce que montrent mes études également, c'est que on pense que dans toutes ces situations-là, c'est lié à l'autisme en particulier de leur enfant, et ça l'est à un certain niveau, mais il y a également d'autres facteurs qui causent énormément de stress aux parents, auxquels on ne pense pas nécessairement. Oui, c'est un facteur qu'on oublie. C'est vrai que les parents sont touchés par la situation de l'enfant, et quand l'enfant va mal, évidemment, ça agit également sur les parents. Bien sûr, et le coût financier de l'accès au traitement pour les enfants également peut être assez important. Et la pression d'avoir à gérer un enfant avec des besoins bien particuliers et devoir continuer à travailler en même temps. Alors vous enseignez la compréhension, l'analyse des comportements humains. Finalement, votre enseignement, ça porte sur quoi? Comment avoir un bon comportement face aux personnes autistes? Pour faire court, je vous dirais que tout comportement a un sens. Je ne crois pas au fait qu'il y ait des comportements qui n'aient aucun sens. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et se dire que quand un comportement apparaît, c'est là où on doit réagir et se dire d'accord, il y a un problème, on doit le résoudre et découvrir ce qui se passe pour cette personne. Oui, mais vous enseignez quand même des bons comportements, donc il y a quand même des bons gestes à avoir, des bonnes phrases, des bonnes attitudes. Oui, savoir rassurer la personne et lui dire qu'on est là pour l'aider est déjà un très bon départ en toutes circonstances. Et également donner une opportunité aux personnes atteintes d'autisme d'avoir un moment pour se ressourcer. Oui, à côté de vous, il y a Vicky, professeure, Vicky Bitsika. Elle a offert son expertise. Bonjour, tout d'abord. Bonjour. Vous avez offert votre expertise dans les écoles et les installations de services humains en Australie. Vous avez un intérêt particulier sur le développement des services de formation pour les éducateurs et les professionnels de la santé mentale. Les professionnels de la santé doivent être mieux formés aux nouvelles techniques, peut-être. So you have a particular interest about training professionals. Do you believe that training is essential to assist professionals to work better? Autism is such a complex disorder, and I heard you, Aude, saying that it's on a spectrum. Because it's so complex, the usual methods that professionals teach or learn in university don't apply here. So to work effectively with children with autism, we need repeated training until educators and other people understand their needs. Souvent, le problème qui peut se poser, c'est qu'il y a très peu de formation pour des professionnels pour réellement comprendre l'autisme. Donc, il est essentiel d'avoir accès à des formations régulières afin d'être en meilleure capacité à gérer l'autisme et toute sa complexité. Parce qu'on comprend de mieux en mieux le trouble autistique aujourd'hui? Tout à fait. Il y a beaucoup de recherches qui s'opèrent dans ce domaine. On le comprend mieux. On a des méthodes plus efficaces qui ont été prouvées comme étant efficaces par des recherches scientifiques bien particulières. Donc, on a plus d'outils qu'on puisse utiliser. Professeur Vicky Bitsika, l'enseignement doit être adapté. So the teaching and training has to be adapted. Absolutely. What we need to do when we train people is to understand the population of autistic children we're working with. We have to understand the system that the professionals are working in and the specific needs of the professionals, which means that you can't use a training package, you have to use a tailored approach. Tout à fait. Les formations sont constamment changées par rapport aux besoins bien particuliers des professionnels qui travaillent avec les enfants autistes, mais par rapport aussi au type d'enfants autistes avec lesquels ils travaillent. Donc on ne peut pas créer une formation
type qu'on va réutiliser dans différents contextes avec différents professionnels. On doit constamment revisiter la formation et l'adapter à leurs besoins personnels. Il y a le professeur Christophe Charplet également qui intervient ce soir au Centre culturel du Mont d'Or. Bonjour professeur. Bonjour. Merci pour votre français. Vous êtes professeur en neurosciences. Que nous apprend la neuroscience sur l'autisme? What does neuroscience tell us about autism? It tells us several things. First of all, it tells us that the person with autism has a brain that is connected quite differently to the person who is not autistic. I can say some more. Alors, la neuroscience nous donne beaucoup d'informations sur l'autisme, notamment la connectivité dans différentes régions du cerveau s'opère différemment chez les personnes atteintes d'autisme. Les personnes atteintes d'autisme sont plus sujettes à la dépression. Oui, la dépression est un problème catastrophique pour l'autisme. Up to 50%. Environ 50% d'individus atteints d'autisme souffriront de dépression à un moment dans leur vie. Est-ce qu'il y a une manière de traiter la dépression? Is there a particular way to treat depression? It has to be treated differently to non-autistic people because the therapies that are used with people without autism don't apply generally. The best way to treat it is to treat the autism. La meilleure façon de traiter la dépression est de traiter l'autisme à la base, parce qu'on ne peut pas utiliser des interventions et des techniques que l'on utiliserait avec des gens neurotypiques. Elles ne s'appliquent pas aux individus souffrant de l'autisme. Donc on doit pouvoir traiter l'autisme pour pouvoir les aider avec leur dépression potentiellement. C'est une conférence de qualité qui aura ce soir à 18h30. Je vous ai entendu quand vous m'avez présenté les deux professeurs me dire que c'était vos mentors. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai fait toutes mes études à Bond Université en Australie. J'ai étudié la science comportementale et la thérapie avec le professeur Vicky Bitzika et elle m'a proposé de faire une recherche de doctorat sous sa supervision. Le professeur Christopher Sharpley a été également l'un de mes superviseurs. Donc cela fait maintenant 5 ans que je travaille avec eux sur des projets de recherche dans l'autisme à Bond Université au centre d'autisme. Vous êtes calédonienne, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi vous êtes installée en Australie? Pourquoi l'Australie? Parce que la France avait du retard dans le domaine de la santé mentale. Les études que j'ai choisi de faire, notamment dans la science comportementale, sont des techniques américaines qui ont environ une 20aine d'années. Et en Australie, ce sont des techniques qui ont toute leur importance et qui sont privilégiées dans les diplômes de santé mentale. Donc j'ai décidé d'aller étudier en Australie pour pouvoir avoir accès à ces techniques récentes qui ont été prouvées comme étant très efficaces dans le milieu thérapeutique avec les patients. Vous faites plus qu'étudier en Australie maintenant. Vous êtes installée en Australie, vous enseignez en Australie, vous êtes chercheuse en Australie. Est-ce qu'on peut espérer un retour de Aude et Tourneau en Nouvelle-Calédonie? Peut-être pas un retour, mais vous pouvez espérer une collaboration sur du long terme. Bruno Rouvière. Je voudrais juste vous demander, finalement, la grande difficulté pour les personnes comme moi, de communiquer avec les autistes, c'est en fait un problème de communication. On a du mal à rentrer en contact avec eux. Tout à fait. Le problème qui peut se poser également dans certaines situations, c'est qu'on va toujours penser qu'une personne autiste comprend ce qu'on lui demande ou ce qu'on lui dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une personne en face de vous qui peut verbalement communiquer qu'elle va avoir la même compréhension du langage que nous. Et c'est ça où on doit faire attention. On a des attentes trop élevées parfois. Et quand vous parliez tout à l'heure de troubles sensoriels, oui. Est-ce qu'elles s'ouvrent aux autres? Enfin, est-ce que les autistes qui sont victimes de ces troubles les évoquent avec des gens comme vous, des médecins, des chercheurs? Tout à fait. Dans notre centre de recherche, combien d'enfants me disent quand ils arrivent « Oh, je n'aime pas cette lumière, c'est trop fort. Il y a du bruit, je veux porter mon casque. » C'est au quotidien. Et les enfants nous en parlent parce qu'ils sont en confiance avec nous et ils savent qu'on va les aider.
Donc, ils nous expriment leurs besoins dès le départ. Mais c'est là où on réalise que les troubles sensoriels sont importants chez ces enfants-là. Ce qu'ils ne font pas toujours finalement quand ils sont dans leur milieu familial, scolaire ou autre. Tout à fait, ça reste des enfants normaux qui ne veulent pas être remarqués comme étant différents. Et c'est là où on doit prendre ça en considération également. Est-ce qu'un enfant doit savoir qu'il est autiste? Ou à quel âge doit-il le savoir? Je pense personnellement qu'un enfant peut savoir qu'il est autiste à tout âge, et c'est de lui expliquer que l'autisme n'est pas une maladie honteuse, quelque chose de tabou dont on ne doit pas parler. C'est une différence qui rend cet enfant d'autant plus spécial. Et de par ses capacités différentes, cet individu pourra beaucoup apporter à la société. Mettre en confiance les enfants avec l'autisme et faire en sorte qu'il n'ait pas honte d'être autiste, mais qu'il le voit comme un avantage à certains niveaux. Vous l'avez dit, la France a pris du retard dans la prise en charge des personnes autistes. Il y a un plan autisme d'ailleurs qui a été mis en place il y a quelques mois par le gouvernement français et par Emmanuel Macron, le président de la République. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, a beaucoup de retard dans la prise en charge des personnes autistes sur le territoire. Pas nécessairement du retard. Je peux vous dire qu'on a été bluffé en arrivant à l'Institut spécialisé autisme. Les structures sont absolument remarquables. La volonté des professionnels à faire une différence et à se démener pour trouver des solutions pour ces enfants est admirable. On est également arrivé dans un pays où les gens sont ouverts, assoiffés d'avoir accès à de la formation, ce qui est absolument émouvant pour nous en tant que chercheurs et formateurs. Donc il y a beaucoup d'espoir en Calédonie sur ce qui se fait. Oui, il y a de la volonté, il y a de l'enthousiasme, mais est-ce que ça suffit aujourd'hui pour aider ces jeunes et de ces enfants? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage? C'est une nécessité absolue d'avoir cette volonté, ce désir d'aider ces jeunes personnes. Et en toute honnêteté, je pense qu'il faut continuer sur le bon chemin qui se trace et tous les efforts qui se mènent à présent. On rappelle donc cette conférence ce soir sur l'autisme et l'anxiété au Centre culturel du Mont d'Or à 18h30. Merci d'être venu ce matin au Odoterno. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames.